tête, ça y est. Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Oh là 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 là, Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda. Aïe, le pire est arrivé, messieurs, on le redoutait, la marche était beaucoup trop haute pour le Paris Saint-Germain. Mardi soir pour cette demi-finale retour Ligue des Champions, je suis assez dégoûté hein, pour vous dire, mais pas vraiment surpris de ce qui s'est passé à l'Etihad Stadium pour ce match remporté haut la main par Man City 2-0 avec un doublé du bourreau du match aller Riyad Mahrez. Et pour m'accompagner pour ce podcast, j'ai comme souvent avec moi membre de Passion Saint-Germain, Rafik, qui est également déçu mais pas surpris, je pense. Oui, déçu mais pas surpris, tu l'as très très bien dit. City c'était une marche trop haute. City était beaucoup plus fort que nous, oui beaucoup. Et en vrai, on peut pas être déçu. Enfin, on est déçu, mais voilà quoi, on accepte. Ouais, on accepte et je pense que Ludovic de Man City French Branch accepte également cette place pour la finale de la Ligue des Champions. Tant désiré par Man City. Et salut à toi Ludo et je te demande pas ton état d'esprit, je pense que tu dois être bien content en ce jour de qualif. Salut Raph. Ouais bah écoute, c'est clair. Hein. On attendait ça depuis un moment en tant que supporter de Manchester City, donc état d'esprit hyper positif. Et toi je pense que ça fait plus d'une décennie que t'attendais ça, une finale de Ligue des Champions. Vous aviez fait une demi-finale en 2016 en vous qualifiant contre nous, donc vous commencez un peu à être notre bourreau depuis quelques années. En 2 mots, toi, parle-nous un petit peu de ton attache à Man City French Branch. Donc, t'es vraiment un suiveur assidu de cette équipe. D'où est venue cette passion pour ce club? Raconte-nous un petit peu ta petite histoire. Alors en fait, moi, comment ça a commencé ma petite attache pour Manchester City? En fait, c'est en 2008, si tu veux. Moi, j'étais fan de Robinho. Et puis en fait, l'été 2008, il signe à Man City, donc je commence un petit peu à m'intéresser à l'équipe, je commence à regarder un petit peu les matchs, et puis au fur et à mesure, je commence un petit peu à m'attacher. Tu vois, c'est une petite équipe. Bon, il y avait déjà Compagnie, il y avait Robinho, il y avait quelques petits joueurs intéressants, mais c'était Micah Richards. Ouais, Micah Richards et tout, il y avait des petits joueurs intéressants. Ouais, Stephen Ireland. Alors lui, c'était mon chouchou avec son crâne rasé là. Et ouais, si tu veux, en fait, c'est devenu un petit peu attachant dans le sens où c'était une petite équipe, mais avec de l'ambition. Donc j'ai commencé un petit peu à suivre. Et puis au fur et à mesure des années, en fait, j'ai commencé à vraiment devenir fan, à vraiment suivre tous les matchs. Et puis ça y est, maintenant, voilà, City c'est mon équipe. Et puis je suis à fond quoi. Le 6-1 à Old Trafford en 2011 aussi. Même bien fait bander, je pense. Ouais, c'est clair, avec l'emblématique Balotelli, je te jure. Balotelli, j'adorais. Légendaire. Très, très bête, mais quand il voulait, il sortait des coups d'éclat comme ça, c'était incroyable. Mais c'est drôle parce que j'ai eu pour le podcast du match après le match aller, un supporter de City également qui m'avait dit que c'est pareil, c'était à partir de 2008 et il adorait Robinho et Nasri également et forcément l'anecdote de Robinho qui à la présentation disait je suis content d'avoir signé à Chelsea alors que c'était Man City, ça c'était compliqué. Bon en tout cas on va revenir sur ce match hein. Moi personnellement j'étais pas très serein malgré la victoire de Paris contre Lens 2-1 et parallèlement la victoire de City à Palace 2-0. Donc au début du match, donc on savait pas trop, il y avait beaucoup de fausses rumeurs, on savait pas comment allait jouer le PSG, on savait pas qui allait jouer au milieu de terrain en l'absence de Gueye, on savait pas si Mbappé allait être titulaire et au final on se retrouve avec Florenzi à droite, Diallo à gauche, Danilo remplaçant au détriment de Herrera et Verratti. Moi j'étais, alors je vais te poser la question Rafik, moi j'étais assez, je vais redire le terme dubitatif sur l'absence d'un vrai 6 parce que pour moi si tu mettais pas d'impact et un mec comme Danilo c'était cuit et surtout Verratti en 10 ce qui m'avait aussi interpellé et Icardi devant moi j'ai vraiment du mal avec Icardi et je trouve que Keane lui n'a pas eu assez sa chance malgré tout ce qu'il a montré jusqu'à présent. Toi t'en as pensé quoi de la compo? T'étais Pareil.
Pareil, déjà, c'est drôle parce que Danilo, aussi, je m'étais fait la remarque quand j'ai vu le 11 de départ, je me suis dit, non, c'est un match où il faudrait mettre Danilo. Danilo, tu sais très bien que c'est pas un mec que je vante, c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur. Limite, on va dire que je le charrie plus que je ne l'encense. Par exemple, quand il avait joué avec William Carvalho au milieu avec le Portugal, je disais que c'était les Twin Towers, des trucs comme ça, tu vois, genre c'est en vrai c'est pas un joueur que j'encense très souvent, et là vraiment je voulais qu'il soit sur le terrain comme Keane aussi au poste 9. Moi vraiment j'aurais mis Danilo et Verratti en pointe basse pour au moins garder le ballon pour le cas de Verratti et devant, mais je sais pourquoi il veut pas le faire jouer. Pochettino, c'est Rafinha. J'aurais tenté Rafinha en genre de 8-10 et après avec les trois devant. Et ou même mettre Neymar en 10 et Draxler à gauche, par exemple. Aussi, c'était une autre, ça peut être une autre configuration, mais j'aurais mis en tout cas Keane et Danilo pour l'impact physique. Je pense que des mecs comme ça peut un peu gêner City, des gabarits comme ça. Zinchenko, Walker sur les côté City, une charnière Diaz-Stones qui épate cette année clairement. Fernandinho titulaire également, Ludo, ça t'a un peu surpris. Bon, le reste du classique, mais Fernandinho titulaire, ça t'a un peu surpris ou pas? Ouais, grosse surprise. Franchement, je m'attendais à Rodri. Mais finalement, quand tu connais le bonhomme, tu te dis en fait, Guardiola, il avait réfléchi à tout avant. À mon avis, tu sais, il a dû lui donner des consignes comme il a joué en fait, donner des coups, énerver un petit peu, et ça a marché à merveille au final. Ça a marché à merveille. Et ce début de match totalement surprenant, aussi bien sur les compos d'équipe que sur l'état du terrain avec la neige au mois de mai qui neige. Moi, j'étais vraiment surpris et voir. Moi, je sais pas, ce match m'inspirait pas grand chose. Même si au début, tu voyais les Parisiens un peu entreprenants, jouer haut, et Florenzi qui s'était fait faucher au bout de quelques secondes. Tu sentais que Paris était un peu volontaire au départ. Il y avait même eu ce penalty accordé au bout de 6 minutes sur cette fausse main de Zinchenko, mais le ballon avait rebondi sur la clavicule limite, donc il n'y avait pas main. Et là, Ludo, quand Man City débloque la situation, profite un peu d'une première hésitation parisienne, quand Ederson il trouve Zinchenko qui s'entre-entrait pour De Bruyne qui frappe. Bon là, il y a eu une petite part de réussite, la balle retombe sur Mahrez qui conclut, mais il est tout seul, donc je ne sais pas si pour toi tu vois ce but comme la réussite ou de l'opportunisme ou clairement profiter d'une erreur de marquage côté parisien. C'est clairement du réalisme pour moi. Franchement, juste avant, tu as une action où limite, tu es à la limite du penalty. Je te dis, moi je suis passé entre guillemets des larmes au rire. Parce que juste avant, je vois de loin, tu as l'impression que c'est la main, Zinchenko. Donc voilà, tu flippes un peu en tant que supporter de City. Et puis l'action juste après, Ederson quand même, faut souligner le dégagement qu'il fait, c'est incroyable. La capacité qu'il a à envoyer des ballons longs et précis. Et puis après ça fait la différence. Hein. Mais, ouais, et puis Zinchenko qui avait fait une très bonne rentrée au match aller. Hein. C'était plus que mérité de le voir titulaire, et au final on va le voir par ici qui a fait un très gros match. Par la suite, City ouvre le score, mais au final, Rafik, ça change pas trop la physionomie du match, parce que Paris doivent marquer au moins 2 fois pour espérer à quelque chose. Ouais. Donc là, clairement, ça doit pas changer grand chose, mais comme on sait, Paris, quand ils prennent un but, on dirait que le ciel tombe sur leur tête à chaque fois. Mais malgré tout, on voit Paris tenter des choses. Il y a Neymar qui provoque un coup franc, qui va le tirer au-dessus. Di Maria, pareil, qui est servi, il va centrer au deuxième poteau, et Marquinhos qui va trouver la barre transversale 2 minutes après de la tête. Di Maria qui va aussi profiter d'une grosse erreur d'Ederson et qui va tirer à côté alors que le but était vide, et tout ça en 5 minutes. Hein, donc là, on se dit que Paris a bien réagi et peut faire mal avant la mi-temps. Ouais, exactement. On est passé de 2 buts qui nous qualifient à 2 buts qui nous éliminent pas. Donc en soi, le but ne change entre guillemets rien, mais quand même, avec 2 buts, on n'est plus qualifié directement. Il faut, ça nous donne juste les prolongations. Je vais juste revenir rapidement sur le but de Zinchenko. Le dégagement de Ederson,
vraiment, c'est millimétré parfaitement dans la course de Zinchenko. Déjà, la course de Zinchenko est super belle. Et moi, je pensais que Zinchenko allait centrer. Et non, il a fait une passe en retrait, une genre de passe en retrait. On voyait pas que Kevin De Bruyne sur l'écran. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment joli. Après, il y a la réussite qui est derrière, mais vraiment, l'action était très, très belle. Et pour revenir au PSG, en fait, moi, je pense que tu as parlé des 5 minutes où j'ai trouvé où le PSG pouvait faire quelque chose. Di Maria, il y avait un Di Maria qui tentait des choses. Par contre, moi, Neymar, j'ai été déçu. Même sur ces 5 minutes où Paris était poussé, je l'ai pas trouvé très très bon, Neymar. J'ai trouvé très très mauvais dans ses choix. J'ai l'impression qu'il était un peu perso, pour ne pas dire perso. Il était dans un état d'esprit perso. Faut le dire, il était perso. Il était dans un esprit. Il voulait faire le héros. Il voulait faire le mec qui qualifie tout seul le PSG, mais gagner contre City, ça passe par. Faut jouer collectivement pour gagner contre City. Tu peux pas gagner City individuellement. Et en tout cas, moi, c'est surtout Di Maria sur ces 5 minutes qui m'a vraiment fait plaisir. Vraiment, c'est celui qui a apporté le plus de percussions, qui a apporté le plus de danger pour moi. Pour moi, voilà, c'est les seules 5 minutes où le PSG pouvait marquer, mais sinon, après, le PSG, pour moi, a fait un mauvais match. Bah ouais, c'est ça. Et puis, comme tu dis, Neymar, à l'image de son occasion en deuxième mi-temps, où il part complètement tout seul. Il y a eu l'appel, je crois que c'était Icardi qui faisait un appel. Et au final, il a tenté tout seul et il a été bloqué par Diaz. Les feintes de frappe, là tu parlais Ouais, les feintes de frappe. Il a fait des feintes de frappe sur 15 mètres. Au bout d'un moment, faut arrêter. Ouais, non, c'est trop. C'était beaucoup trop. Mais bon, dans tous les cas, moi, je trouve qu'à partir de ce temps fort parisien, au final, City a pu vraiment respirer et prendre la possession un peu de la balle, de pousser un peu, même si vers la fin de la mi-temps, il y a Herrera qui avait centré également dans les 6 mètres, qui avait un peu poussé, Di Maria qui avait enchaîné avec un corner, qui avait été repoussé. Enfin, on sentait que Paris tentait des choses, mais c'était pas vraiment inquiétant. Toi, comment, Ludo, tu l'as vécu un peu cette fin de première mi-temps? Parce que au final, à partir de la 20-25e minute, il y a plus. Enfin, si, il y a la frappe de Mahrez avant la mi-temps qui a été. Non, c'est Silva qui frappe, mais c'est Kimpembe qui l'a dévié en corner. Mais à part cette phase-là, il n'y a pas de grosses occasions jusqu'à la mi-temps. Non, en fait, ouais, City, on avait plus l'impression qu'ils géraient, tu vois, et qu'ils attendaient vraiment une faille pour planter un but. Mais ils n'ont pas été impressionnants dans le jeu, hein, tu vois, quand tu regardes même la seconde mi-temps du match retour. C'est surtout le PSG qui a vraiment baissé de rythme. Et là, sur ce match-là, c'est le PSG qui propose rien d'étincelant, tu vois. Normalement, ils auraient dû enflammer le match. Et au final, ils ont permis à City de gérer. Et c'est ce qui a fait que on n'a pas eu énormément d'occasions, mais au final, on a marqué. Et au final, on a pu gérer le match correctement, tu vois. Ouais, mais tu penses qu'ils n'ont pas enflammé le match, le PSG, parce que ils ne voulaient pas ou ils ne pouvaient pas? Parce qu'on arrive au mois de mai, City fait beaucoup plus tourner au vu de l'effectif en championnat et au vu aussi de la supériorité. Hein, clairement, City a un pied, enfin 9 orteils sur 10 en champion d'Angleterre. Tu penses pas plutôt que Paris était juste cuit et à la ramasse? Parce que moi, clairement, je sais pas. Je pense que Rafik partage mon avis, mais j'avais l'impression que City était les grands et les Parisiens étaient les petits, tout simplement. Ouais, je pense aussi que Manchester City, je pense qu'ils sont au-dessus déjà physiquement. Oui, exactement. Après, est-ce que c'est un problème de culture au niveau de la préparation anglaise et française? J'en sais rien. En tout cas, comme tu dis, City, ils ont la possibilité de plus faire. Enfin, ils font plus tourner. En plus, ils sont dans une situation en championnat où, ils sont premiers avec 10 points d'avance. Donc, c'est plus facile pour faire tourner un championnat que le PSG, qui joue encore le titre à fond. Donc ouais, c'est sûr que ça s'est ressenti, le manque de fraîcheur physique des Parisiens. Après, au-delà de ça, Neymar, justement, si t'es fatigué, utilise ta force dans les endroits de vérité du terrain. Tu vois, au lieu qu'il décroche à fond et qu'il essaye de dribbler dans le milieu de terrain, laisse à Verratti organiser et puis concentre-toi sur les derniers mètres. Et je trouve que, tu vois, par exemple, là où vous aviez besoin d'un Neymar tranchant, je trouve qu'il s'est dispersé en fait. Ouais, il s'est trop dispersé et même alors la 55e minute quand il fait ses 1000 feintes de frappe et la frappe est contrée en corner. C'est vrai qu'il y a plein de fois où il y avait une action, il allait rester sur place, faire des feintes. Enfin, c'était du Neymar. Ouais. C'est un peu son problème quand le PSG est mené et qu'il veut tout faire. Il est un peu frustré. Il va tenter des choses qui ne sera pas au bénéfice du collectif. Et moi, j'étais surpris aussi, Rafi, que Pochettino, à la mi-temps, n'ait pas fait de changement, clairement. Pour moi, la vérité, on a joué la première mi-temps à 9 contre 11
et les minutes d'après à 9 contre 11, enfin les premières minutes de la deuxième mi-temps. Bon, je pense que tu sais c'est qui les deux joueurs que j'exclus. Icardi, Florenzi. Même pas Florenzi. Bah, je te jure pour moi, Paredes est mauvais dans ce match. Il sert à quoi, Paredes? Rafik, Florenzi, il était cuit. Ah oui, mais Florenzi, on le sait, mais Florenzi, on sait qu'il est nul depuis 1000 ans. Il y a des gens, ils étaient heureux de la signature de Florenzi, mais pourquoi? Et pourquoi? On le sait déjà à la Roma, ces dernières années à la Roma, il est cuit. S'il part de la Roma, c'est parce qu'il est cuit. C'est un joueur comme Florenzi, s'il est bon, il reste toute sa vie à la Roma, on le sait tous. Et même Valence n'a même pas. Je pense que Valence n'a même pas fait le forcing pour garder le joueur. Florenzi, on le sait, mais Paredes, le mec, en fait, on doit se qualifier, on doit marquer 2 buts. Est-ce qu'il a couru dans le match, à part marcher, attendre le ballon et faire une passe vers l'avant pour faire le mec, je te dépasse vers l'avant? Il sert à quoi en fait? Moi, j'attends qu'on me dise un jour Paredes, il sert à quoi et pourquoi il a une cote comme ça sur les réseaux sociaux, ce joueur? Parce qu'il est argentin et qu'il a des tatouages. Exactement, il a une teinture, des yeux bleus. Il met des chevillères blanches, etc. Le mec, il est juste stylé, c'est tout. Il est juste stylé. En tout cas, ce qui s'est passé dans cette deuxième mi-temps et qui avait déjà commencé en première mi-temps, c'est vrai que des querelles un petit peu avec, je crois que c'était avec Diaz, où à un moment il s'est fait pousser dans la surface, l'arbitre n'avait pas bronché. En deuxième mi-temps, il s'était aussi pris le bec un peu avec Zichenko, je crois. Il l'avait un peu pris par la gorge. Enfin, on sentait que le match était électrique, un peu comme Paris quand Paris perd un peu les moyens sur le plan sportif, ça s'énerve souvent. Mais c'est vrai que Björn Kuipers, qui a été aussi accusé par Herrera, je crois, d'avoir insulté les joueurs, notamment Verratti, je crois, en disant fuck you, je crois. Donc bon, il y a quand même pas mal de discorde, mais au final, c'est là où on voit J'ai trouvé une utilité à Paredes. En t'écoutant, Paredes, c'est le chien de garde de Neymar. Quand il faut sauter pour Neymar, il le fait directement. C'est sa seule utilité. Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Foden en deuxième mi-temps, Ludo, il a activé le mode on fire, parce que franchement, le Foden qu'on a vu en deuxième mi-temps, c'est de la très 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 grande classe. Hein. Franchement, c'était intenable, hein, clairement. Ouais, Foden, c'est enfin, je ne dirais pas depuis le début de saison, mais depuis qu'il a chippé la place à Sterling, c'est ça, à peu près au milieu de la saison, là, vraiment, il est étincelant et tu vois, même quand il a des coups de moins bien, il a toujours un petit moment où il peut te décocher une frappe, comme au bout d'un moment, je sais plus, il fait une conduite de balle, je crois qu'il est devant Kipembe, tu vois, et puis il arrive à se mettre sur son pied gauche, alors que Kipembe, il le sert bien, il arrive à se mettre sur son pied gauche, il décoche une frappe qui tombe sur le poteau, donc tu vois, même quand tu t'y attends pas, le mec, il a un coup de génie où il peut débloquer une situation, et c'est ce qui fait que je pense il est passé devant Sterling dans la hiérarchie. C'est vrai que Foden, il est vraiment étincelant. On l'a vu, même en fin de match. Bon, Paris avait laissé le match, mais les crochets, comment il a fait limite valser Diallo, c'était Diallo sur le côté. Même quand il tape le poteau, là, il avait fait un espèce d'exploit personnel. Et même au match aller, hein, je me rappelle, en deuxième mi-temps, il avait fait un raid solitaire. Enfin, tu sens que le joueur est vraiment étincelant et peut vraiment faire mal. Et sur cette deuxième mi-temps, justement, Paris, avant le deuxième but de City, tentait encore des petites choses avec normalement, notamment justement Herrera qui avait envoyé une bête de volée, je crois, mais c'était Diaz qui avait également contré le ballon. Diaz qui a été élu homme du match. Franchement, rien à dire. Hein. Un match exceptionnel de Diaz. Hein. On aurait pu aussi mettre Mahrez parce qu'il a mis un doublé, mais c'est vrai que Diaz, franchement, meilleure défense de Première Ligue, meilleure défense de Champions League, c'est pas étonnant, Rafik. Ah bah il a fait un très très bon match hier, vraiment depuis qu'il est arrivé, il a apporté une certaine solidité, je trouve, du côté de City, parce que City, je trouve que ça cherchait beaucoup en défense centrale. Des fois, c'était l'apport. Des fois, il y a eu beaucoup de problèmes en défense centrale. Il y a même un historique des Mangala, etc. Et je trouve que je trouve que City a réussi à trouver déjà un peu un successeur à Kompany en termes de défenseurs titulaires indiscutables. Je sais pas si dis-moi Ludo si je me trompe, mais en tout cas moi je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose à cette défense et vraiment en plus il a que 23 ans, je pense qu'il va encore progresser. Déjà c'est un monstre physiquement et je pense qu'il a encore du potentiel et de la marge pour progresser plus tactiquement, et avec Guardiola il ne peut que progresser tactiquement. En tout cas, Rafik, il est très bien parti pour. Le mec, il est arrivé cette année.
il est propulsé titulaire immédiatement. Son entente avec Stones, bah écoute, ça a donné place à pas mal de clean sheets. Quand il y en a un qui sort de la défense centrale pour la rotation, en général, c'est Stones pour mettre la porte. Donc ouais, c'est clair, il a apporté une stabilité. Et puis même, je lisais une interview il y a pas longtemps des joueurs de City qui disaient que Diaz, malgré le fait qu'il vienne d'arriver, il a déjà un leadership énorme dans l'équipe. Il a appris rapidement l'anglais apparemment et il prend beaucoup la parole dans les vestiaires. Donc en plus d'avoir une grosse présence sur le terrain, le mec il commence déjà à s'imposer dans le vestiaire. Donc comme tu dis, je pense que ça peut être un très bon successeur à Kompany, c'est clair. Et un modèle de compte qui va suivre hein, juste après son intervention. Pochettino venait de faire rentrer Draxler et Keane enfin aux dépens de Icardi et Herrera. Bon, Herrera, je trouvais que c'était un peu injuste, mais Icardi totalement justifié. Et le contre qui partait côté gauche avec Foden, justement, qui a réussi à trouver Mahrez au second poteau, donc un caviar. Très belle action. Magnifique action. Paris qui et Florenzi, hein. Je te disais, Rafik, Florenzi, il est où sur cette action? On le sait de toute façon, mais Florenzi, on le sait. Mais de toute façon, c'est sur les deux actions, hein. Même sur le premier but avec Zinchenko, ça vient de son côté. Hein. Ah oui, non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est le vrai problème. Hein. C'est les côtés, le PSG, c'est vraiment compliqué. Et Mahrez qui met son doublé, donc 3 buts en 2 matchs hein, pour l'Algérien. Et au final, on voit Paris tenter, Paredes qui va tirer au-dessus, mais on sent que voilà, les carottes sont cuites. Et surtout quand Di Maria pète les plombs et il met une espèce de chassé caché sur Fernandinho alors qu'il y a la VAR, alors qu'il y a 20 000 caméras. Clairement, à 34 ans. À son âge, tu vois aussi, Verratti faire un tacle également, prendre un jaune, Paredes s'énerver. Enfin, du grand Paris Saint-Germain, hein, quand Paris perd le contrôle du jeu, ça s'énerve rapidement. Et là, on arrive au quart d'heure de fin. Foden qui s'excentre, qui frappe sur le poteau. City qui joue à la baballe. Enfin là, clairement, le dernier quart d'heure, il est totalement pour City. Paris avait déjà baissé les bras. Et à l'image de Neymar, hein, sur le dernier coup franc à dernière minute, on savait d'avance que le ballon allait s'envoler. Donc victoire logique, qualification logique pour Manchester City qui va retrouver la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, Ludo, est-ce que avant de passer au top et flop de ce match, voilà, comment t'as vécu, on va dire, cette victoire? Parce que malgré la victoire un peu maîtrisée, c'est quand même une finale de Ligue des Champions qui vous attend dans quelques semaines. Bah écoute, un soulagement entre guillemets de se dire que le plafond de verre il a été brisé depuis quelques années. On bute soit en demi-finale, soit en quart ou en huitième. Donc ça y est, on va accéder à la finale. Après, je pense déjà à est-ce que Manchester City va être capable d'assumer son statut de entre guillemets d'équipe la plus en forme en Europe en ce moment et d'aller chercher une bonne fois pour toutes la Ligue des Champions. C'est ça, et puis voilà, vous allez rencontrer donc date d'enregistrement le Real Madrid ou Chelsea. Je pense que dans tous les cas, quel que soit l'adversaire, vous aurez quand même un statut de favori, bien que le Real Madrid ait l'expérience. Oui. Je pense que Man City sur la dynamique est quand même avantagé par rapport aux deux potentiels adversaires. Et là, on va passer au top et flop côté parisien. Parce que bon, c'est pas sur Saint-Germain quand même, faut quand même faire un focus sur les joueurs du PSG parce que bon, c'est vrai, du côté de City, il y a eu très peu de déceptions, mais côté parisien, il y a eu des bons et il y a eu aussi des moins bons. Rafi, je vais te lancer sur les tops. Donc même s'il y a une défaite, je pense que moi dans les tops, je vais quand même mettre Marquinhos. Oui. Même si Paris a pris 2 buts, même si il y a eu de la fébrilité défensivement, je pense que Marquinhos c'est l'un des seuls, encore une fois, à avoir tenu son rang et avoir répondu présent pour ce grand match. Et c'est ni la première ni la dernière fois qu'on assiste à ça. Bah pareil, hein, Marquinhos c'est vraiment le top. En plus à la fin il jouait devant et il était plus dangereux que Icardi hein, devant. Vraiment il était plus dangereux dans sa présence dans la surface que Icardi en 70 minutes. Et sur les 5-10 dernières minutes, je crois qu'il lui fait 2-3 apparitions dans la surface et vraiment, d'ailleurs, il met la barre là où il y a son duel sur Stones, il me semble. Et vraiment, c'est le seul joueur hein, qui a été au niveau de la demi-finale de la Ligue des Champions sur la double confrontation. Et sur la partie des flops, Rafik, je vais te laisser quand même. Je vais en mettre sur les flops.
Ouais, sur les flops, alors franchement, sur les flops, allez, il y en a 3. Je te laisse faire ton top 3 dans l'ordre. Il y en a beaucoup, hein, je sais, mais il faut que tu développes. Il faut que tu en choisisses 3 dans l'ordre. Alors, Icardi, le mec quand on est dans une configuration où on n'a pas vraiment la possession, ou que c'est compliqué de mettre le ballon dans la surface, il sert strictement à rien, et ça, il ne progresse pas dessus depuis plusieurs années. Vraiment, c'est une énorme déception de penser qu'on a mis 50 millions sur un mec qui n'apporte strictement rien à ce stade de la compétition. Donc lui, c'est le numéro 1. On l'a vraiment joué à 10 contre 11 à cause de lui. 2, Paredes, 9 contre 11. Paredes, il joue comme un mec. Là, vraiment, ça va paraître personnel, mais c'est incroyable qu'un joueur comme lui, qui n'a encore rien prouvé au niveau, joue avec cette intensité. On dirait le mec, il trottine, court comme si il avait 4 LDC, 2 ballons d'or, une CDM, 3 Copa América. On dirait un ancien dans les City, dans les quartiers qui joue pied faible. Même, je suis un joueur de City, je m'arrête, je me dis, mais mec, pourquoi tu fais l'ancien? T'es qui? Mais vraiment, le mec, mais honnêtement, il a même pas peut-être 10% du niveau de gain, il joue comme ça. Non, toi, Ludo, toi, t'en penses quoi de Paredes? Bon, je sais que sur ce match, il a pas été top, mais t'en penses quoi? Toi, tu partages un peu l'avis de Rafik, ou tu es un peu plus nuancé? Bah, sur ce match, je pense qu'on peut que rejoindre l'avis de Rafik. Moi, ça contraste en fait, je trouve, avec le match aller, où je trouve qu'il avait fait une bonne partie. Je sais pas si Rafik il va être d'accord avec moi. Moi, j'ai pas vu dans mes tops match aller en tout cas. En tout cas, une bonne première période, puisque après toute l'équipe de Paris s'est effondrée. Mais je trouve que première période de la semaine dernière, il avait justement été, c'est ce pourquoi je pense Paris l'a recruté, hein, un chien de garde. Tu vois, il avait la dalle. Voilà, même techniquement, il était pas mal dans les phases de transition avec le PSG. Mais c'est vrai que là, on n'a pas retrouvé justement ce Paredes là en fait. Tu vois, le Paredes, voilà, qui se donne à fond, qui court. Là, comme Rafik qui dit, en fait, le mec, t'avais l'impression qu'il marchait, tranquille, quoi. Le PSG, il gérait une qualification, et voilà. Et c'est pas ce qu'on attend de Paredes. Donc, ouais, je rejoins un peu Rafik sur ce match. Et ton troisième flop, Rafik, dans l'ordre, ce serait qui? Icardi. Tu sais, je vais même pas mettre Florenzi. Je vais mettre un mec que, normalement, que j'aime bien. Et vraiment, cette saison, je suis déçu. Non, mais en vrai, j'aurais pu mettre Neymar, mais là, j'ai envie de mettre Kimpembe. Parce que Kimpembe, je l'ai beaucoup défendu, mais déjà, sa passivité sur le premier but, sur l'action où Foden met son poteau, on sait très bien que Foden, il est beaucoup plus fort de son pied gauche. Et il lui ouvre, mais vraiment, il lui ouvre le champ, comme si en fait il savait pas défendre sur le pied fort adverse. Et il y a cette action, il y a l'action où il se fait martyriser par Mahrez, et il y a aussi le mauvais coup qu'il donne c'est à qui donne à Gabriel Jesus, le coup qui vraiment c'est un coup méchant. Moi je pense que c'était vraiment un coup de frustré. Donc moi je le mettrais en troisième, Kimpembe. Vraiment très déçu de sa prestation, et même c'est une déception sur sa saison. Toi, Ludo, toi, si tu as un nom à rajouter dans les tops ou flops côté parisien, tu mettrais qui? Je pense pas qu'il ait cité Rafik, mais Florenzi, je pense que c'est flagrant. Voilà, je vais pas faire de l'originalité, mais c'est flagrant. Voilà, les espaces qu'il a laissés, même sa partie, voilà, d'un joueur. Bon, c'est pas un top joueur non plus, mais bon, c'est censé être mieux qu'un. C'est un international, quoi. Voilà, quand même. Donc, il est censé attendre, voilà, mieux en tout cas que ce qu'il a fait contre City hier. C'est clair. Et si tu devrais dégager un top de ce match côté City, tu dégagerais plutôt Diaz, Mahrez, Foden? Je mettrais Mahrez. C'est Diaz qui a pris le trophée d'homme du match, mais moi je mets Mahrez. Pour le récompenser, ne serait-ce que de la saison qu'il fait, je ressortirai son nom. C'est vrai que Mahrez, entre guillemets, est arrivé sur la pointe des pieds à Man City, a gagné sa place, et là, clairement, je pense qu'il a marqué un gros coup, déjà pour sa carrière personnelle avec cette double prestation, et aussi sur même sa responsabilité, sa place au sein de l'équipe de Manchester City. Donc, j'ai une mention spéciale pour City, si je peux me permettre. Moi, en fait, déjà avant le match aller,
j'avais dit que City, il fallait qu'il joue en arrière, il fallait qu'il joue avec Zinchenko arrière gauche et pas Joao Cancelo. Et en fait, vraiment pour moi, il doit encore progresser défensivement, Zinchenko. On sait que je pense que c'est là où il doit le plus progresser. Mais vraiment, moi, ce joueur, je le trouve très très propre. Vraiment, quand il y a eu le penalty sifflé, mais vraiment, je me suis dit non, mais Zinchenko, c'est pas un mec qui va mettre la main comme ça. Et vraiment, comment il oriente son corps pour pas mettre la main. Vraiment, c'est un joueur super propre. Je le trouve vraiment très intelligent dans ses déplacements. Vraiment, il fit parfaitement avec ce que Guardiola veut mettre en place et c'est une mention spéciale. Moi, je pense que vraiment, il va devenir de plus en plus indéboulonnable sur ce côté gauche. Il a 23 ans. Guardiola semble l'aimer. J'avais lu un article comme quoi il était très impressionné par l'attitude de Zinchenko, que il était toujours gentil, positif, malgré le fait qu'il était remplaçant des fois troisième arrière gauche derrière Benjamin Mendy. Et voilà, je le mets en mention spéciale parce que sur les 135 minutes où il a joué, non, peut-être moins de 135 minutes, je sais pas, il est rentré peut-être à la 60e, donc je dirais les 120 minutes où il a joué sur cette double confrontation, il a été bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la bonne volonté paye et on l'a vu. Et je pense que City a de belles années devant elle en voyant des jeunes joueurs comme Foden, comme Zinchenko, comme Diaz, comme Sterling aussi qui est tout sauf vieux. Enfin, dans tous les cas, il y a de quoi faire pour la suite. Et du coup, on va voir City affronter le Real Madrid ou Chelsea. Moi, je serais pour supporter de City pour cette finale. Enfin, non, je serais pour Chelsea quand même sur cette finale. Mais en fait, ce qui m'embête, c'est que moi, j'aime beaucoup Chelsea, mais voir Tuchel et Silva remporter des champions à Chelsea, moi ça me ferait un peu de peine, mais ce serait un peu pas bonne guerre, mais voilà, je pense qu'ils auront répondu de la meilleure des manières aux Parisiens sur cette saison prochaine, enfin sur la saison qui a suivi le Final 8. Avant de vous laisser les gars, on va faire un petit focus sur le match de ce week-end du 9 mai pour les Parisiens qui vont à Rennes pour cette 36e journée de Ligue 1, donc il reste que 3 matchs. Paris qui a un point de retard, qui a 75 points et Lille 76 avant de cette 36e journée. Lille qui se déplace à Lens également, donc le derby du Nord sans Burak Yılmaz. Paris doit absolument l'emporter en espérant un faux pas des Lillois. Donc via notre partenaire Betclic, on va vous concocter nos pronostics pour ce match à 21h qui aura lieu le 9 mai. D'abord les gars, je vais vous demander, vous voyez Rennes gagner, match nul ou le PSG? Je vais commencer par toi Ludo. Moi je vois le PSG gagner, se reprendre un petit peu de cette défaite, mais gagner mais très très difficilement. Okay, je pense qu'ils vont arracher la victoire à la fin du match. Quand tu as 1,68, la victoire du PSG avec Betclic, toi Rafik, tu partages le pronostic de Ludo ou pas? Moi, je vois un Paris sombrer émotionnellement ce week-end. Je vois genre 1-1. Je vois vraiment, je pense que Paris va continuer va être dans la continuité émotionnelle du match de mardi. Et c'est pour ça que je vois pas Paris l'emporter à l'extérieur contre Rennes. Surtout que Rennes en ce moment est plutôt en forme. Ils enchaînent pas mal de victoires. Donc je mettrais 1-1. 1-1. Bah moi c'est vrai que je suis un peu tiraillé entre vos deux pronostics. Je suis un peu d'accord avec Ludo, mais je sais que le PSG, quand ils sont éliminés en Ligue des Champions, il y a un espèce de traumatisme post-élimination. C'est vrai que le match nul côté à 4, côté à 4 le match nul. À Rennes qui est sur une bonne spirale, c'est pas du tout fou comme prono. Donc le match nul également peut également être voté pour les pronos. Je vais également vous demander vos paris buteurs les gars. Alors ça peut être le nombre de buts dans le match, moins de 3 buts, ça peut être un buteur, une double chance, n'importe. Toi Ludo, qu'est-ce que tu verrais comme pari buteur? Moi je verrais Moïse Kean. Alors Moïse Kean buteur, alors à condition qu'il joue, Moïse Kean buteur c'est 2,43, donc c'est une cote intéressante et je pense qu'il aura la dalle par rapport au faible temps de jeu qu'il a eu. Toi Rafik, qu'est-ce que tu verrais comme buteur? Toujours Sarabia, ça a passé Sarabia. Ah mais t'as fait perdre beaucoup d'argent aux auditeurs parce que Sarabia il marque plus des masses.
3-15 Sarabia. Mais... 3-15, ouais. 3-15. Mais là, c'est la deuxième fois que je dis Sarabia, donc si ça passe, c'est rentable le Sarabia. De toute façon, s'il joue pas Sarabia, le pari est remboursé. Donc voilà, c'est sous réserve. Okay. Et je vais vous demander, les gars, pour terminer, un dernier pari. Alors, un pari fou, une grosse cote. Toi, Ludo, qu'est-ce que tu verrais? Ça peut être un score exact, ça peut être un buteur improbable, ça peut être n'importe. Un carton rouge pour Rennes. Waouh. Alors, je vous avoue, je crois qu'on peut pas parier les cartons rouges. Ah, on peut pas parier les cartons rouges. Ouais, je crois pas. C'est les 1xbet, les 365 bets. Ouais, de fou. Les Anglais, toujours eux. Les meilleurs amis de Rafik. Grave. D'accord. Bon, pari fun, je vais dire que je suis pas trop expérimenté. Je vais laisser les spécialistes donner leur pari fun. Bon, on va laisser Rafik alors donner son pari fun. Moi aussi, je connais pas trop les fun. Je vais mettre ça peut être par exemple un buteur et l'autre qui marque. Bah toi, tu m'as dit un partout en Paris. Ouais. Score exact un partout. Je mets. Est-ce que c'est en fun 1-0 Rennes à la mi-temps? Non, Rennes l'emporte à la mi-temps, match nul score final. Ah oui, c'est un fun ça. Ouais. Je vois bien ce scénario. Alors Rennes qui mène à la mi-temps, mais Paris égalise. Alors je vous avoue que j'ai pas toutes les codes. Ah si, c'est bon. Alors Rennes qui mène à la mi-temps et nul fin de match, 12,75. 12,75. Ouais. Mettez 100 balles. Ouais, c'est vrai que c'est une énorme cote. Hein. C'est une énorme cote. Hein. Donc voilà, Rennes nul à la mi-temps, victoire courte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura pas beaucoup de buts. Hein. Je vais quand même donner la cote de moins de 2 buts et demi. Donc s'il y a moins de 3 buts dans le match, 1,95. Je trouve que c'est une bonne cote. Et je vous la conseille, auditeurs. 1,95, vous doublez votre cote sur moins de 2 buts et demi. Donc s'il y a 1-1, 1-0 ou 0-0, quel que soit le score, bah, le pari passe. Donc voilà, on va dire que ça va être ma cote que je conseille. Messieurs, merci. Ta cote fun? Non, moi c'est pas ma cote fun. Non, moi je me prononce pas. Je donne juste une cote pas dégueu, mais plausible. Parce que c'est vrai que ce match, j'ai du mal à le lire, mais je pense que Paris va avoir du mal et il n'y aura pas beaucoup de buts. En tout cas, merci messieurs d'avoir été présents parmi nous. Ludo, merci à toi d'avoir été présent en souhaitant une bonne fin de saison. Donc, votre saison est plus que réussie, hein, champion d'Angleterre et finaliste et voire même vainqueur de cette Ligue des Champions. Très belle saison. Si je te laisse le mot de la fin, Ludo, pour terminer ce podcast. Merci de m'avoir invité. J'espère aussi que le PSG va rattraper sa saison avec pourquoi pas un rattrapage, une victoire en championnat, et puis il vous reste la Coupe de France aussi, il me semble. Ouais, c'est ça exactement. Donc voilà, on joue contre Montpellier en demi-finale. Voilà, pourquoi pas finir sur 2 victoires pour rattraper la saison qui a été ternie par cette élimination en Ligue des Champions. Et pour le mot de la fin, quand même, on a été négatif. Hein. Je vois quand même mentionner un très beau parcours du Paris Saint-Germain. Oui. Parce que c'est vrai qu'on a été assez dur, mais quand même sortir le Barça et le Bayern, même si les prestations n'ont pas été excellentes, même si Paris n'a pas eu non plus énormément de régularité en Coupe d'Europe et aussi en Ligue 1. La demi-finale, si on me l'avait proposé au mois de septembre en éliminant ces deux mastodontes européens, moi j'aurais signé tous les jours. Donc quand même, malgré tout, mention spéciale pour le parcours du PSG, en espérant que la saison n'en sera pas trop blanche et qu'on puisse remporter au minimum un trophée, et quand même le championnat, ce serait pour moi un moindre mal pour cette fin de saison. Ciao à tous. Il est monté Pauletta dans la surface d'affaire. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Oh là Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda.